À vous. Ben, merci beaucoup. C'est un privilège que de venir parler ici. Lorsque mon ami Philippe Michel m'avait proposé de venir parler à la commission, évidemment, j'étais un peu bousculé. Je n'ai pas forcément Philippe l'habitude. Michel, c'est Philippe Michel Klesbauer qui est là et on le situe et on le remercie. Il est là, voilà. Voilà, exactement. Allez-y, continuez. Vous voyez, notre lien d'amitié est tellement fort qu'on a gommé les noms de famille. Donc, lorsqu'il m'a demandé de suggérer de venir auprès de cette commission pour m'exprimer, j'avais quelques appréhensions parce que je n'ai pas l'habitude de parler directement aux élus, parler directement à ceux que les Français avaient décidé de confier leur voix. Et donc, c'était pour moi un privilège. S'il est certes vrai que je parle de temps en temps dans les médias, que j'interviens à la télévision, que je parle directement aux lecteurs, mais jamais je n'ai parlé aux personnes ou aux personnalités que ces lecteurs français avaient désignées comme leurs représentants. Et en plus, venir dans une commission des affaires étrangères, cela correspond à mon identité, qui est celle du voyageur, qui est celle du migrateur. Vous savez qu'on l'a rappelé tout à l'heure dans l'introduction, j'ai peut-être maintenant une identité tricontinentale. L'Afrique, le Congo-Brazzaville, qui est mon pays d'origine, le lieu où a été enterré mon cordon ombilical, parce qu'il s'agit d'un rite. Lorsque vous naissez, il faut qu'on enterre derrière la maison ou derrière la case de son père ou de sa famille le cordon ombilical, ce qui signifie que vous pouvez aller très loin, vous pouvez voyager, mais un jour, vous reviendrez à cet endroit pour boucler un peu la boucle. Un peu comme dans ce que Léopold Sédar Senghor, dans son recueil Hostile Noir, disait que les Lamentins reviennent toujours boire à la rivière. Les Lamentins peuvent se déplacer, aller dans les profondeurs des forêts, mais à un certain moment donné, on revient vers la rivière de ses origines. Donc, les origines africaines, et puis il y a l'adoption française, parce que je suis arrivé dans ce pays à l'âge de 19-20 ans pour poursuivre des études, parce que depuis mon pays, le Congo-Brazzaville, nous avions toujours eu une certaine idée de la France et même une idée certaine de la France, parce que c'est là qu'il fallait accompagner peut-être ma culture, c'est là qu'il fallait accompagner tout ce que j'avais appris, ramener mes petites cultures africaines dans l'espace européen. C'est pour cela que je considère l'Europe ou la France comme étant ma terre d'adoption et l'Amérique où je vis, qui est en quelque sorte le lieu de mon travail, le lieu de l'observation de mes deux amours, l'amour de l'Afrique et l'amour de l'Europe. L'Amérique aujourd'hui est pour moi le lieu où je peux rendre à la fois au Congo et à la France ce que ces deux pays m'ont donné. Au Congo, ma chaleur africaine, ma culture africaine. Pour la France, c'est la langue française, puisque j'enseigne les littératures françaises et africaines en français depuis 2005, donc ça fait pratiquement 14 ans. D'abord 3 ans à l'université du Michigan, dans le froid, où il faisait moins 40 degrés. Et puis, depuis 2006, à l'université de Californie, Los Angeles, c'est plus proche de la température africaine avec un peu plus de chaleur que dans le Michigan. Donc, en venant ici, je me disais, mais de quoi nous allions parler? Je me suis dit, je dois répondre certaines idées que j'ai commises ici et là sur la question de la francophonie, sur la question de la langue, sur la question peut-être aussi de mon continent, puisque vous êtes dans les affaires étrangères et que vous savez que venant du Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de choses que nous dirions là-dessus. Et on m'avait assuré effectivement que cette commission est le cercle, même le cénacle de la liberté d'expression, c'est l'endroit
où on peut tout entendre, on peut tout discuter, et nous avons tous lutté pour ça. On a passé ces périodes pour que la France soit le pays qui entende résonner la voix de la liberté. On a fait la révolution de 1789, on a eu des siècles de lumière, on a eu des philosophes, on a eu les Danton qui nous ont demandé d'avoir de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace. Et pour cela, je pense que ce pays m'a gratifié de cette liberté de ton. Et donc, on en parlera dans cette foulée. Donc, je souhaite aujourd'hui vous entretenir sur ma vision de cette francophonie, mais aussi sur mon rapport avec la langue française, qui est notre langue commune, qui est sans doute la meilleure ambassadrice de notre imaginaire, puisque nous sommes dans la Commission des affaires étrangères, il faut des ambassadeurs, mais la première ambassadrice, c'est notre langue. Originaire d'un pays d'Afrique, je vous l'ai dit, francophone, le Congo, Brazzaville, j'avais jusqu'alors vécu justement cette francophonie comme un État, comme une manière d'être. Mais je m'étais rendu compte que je me trompais un peu, car dans l'esprit de beaucoup, un écrivain francophone comme moi est un auteur qui écrit avec un accent. Je me rappelle d'ailleurs une discussion avec plusieurs Africains d'expression française et un écrivain africain et un écrivain français. Cet écrivain français rappelait chaque fois que nous autres étions des écrivains francophones. À ses yeux, nous ne faisions pas partie de la littérature française. J'ai passé mon temps à lui expliquer combien, par des considérations comme celles qu'il tenait, nous perpétuons dans notre inconscience la suprématie du génie français, de la littérature française sur les autres imaginaires en langue française. La philosophie de ce que devait être la francophonie n'a en réalité jamais été promise, jamais expliquée dans les écoles françaises. On n'a jamais insisté sur le fait, par exemple, qu'elle pourrait devenir, c'est qu'elle devrait être une opportunité de dialoguer, comme ce que nous faisons ici, de relire de façon apaisée et objective notre histoire, l'histoire de notre rencontre, qui jusqu'à présent porte son voile sombre de préjugés, de questionnements, de renvoi de responsabilité, de discours coloniaux, de discours victimaires, de discours démagogiques ou encore des discours revanchards de part et d'autre. Paradoxalement, c'est la langue française qui m'a permis d'aller à la rencontre d'autres cultures. C'est en effet par le biais de la traduction en langue française que j'ai découvert par exemple Joyce, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marquez, Boris Pasternak, Santiago Gamboa, Sophie Oksanen, Nii Aïkwe Parkes du Nigeria, ou bien Lucie Mouchita du Mozambique, Leye Andele, ou bien Tinelo Okparanta du Nigeria, etc., etc. Il serait donc erroné de réserver le terme de francophonie aux seuls autres pays qui parlent la langue française à l'exclusion de la France. Le combat à mener consiste à traquer et à battre en brèche cette francophonie qui serait une continuation de la diplomatie française par une voie détournée, c'est-à-dire par la langue française. Oui, mais c'est ainsi malheureusement qu'on aperçoit souvent le rôle de la francophonie dans les pays francophones. On a toujours pensé que la francophonie était la continuation de la diplomatie française, de la colonisation, voire même, disons-le, par un moyen détourné, c'est-à-dire la langue française. Là encore, le combat à mener consistera à dire et à prouver par la force de la création que la langue française n'appartient pas exclusivement à la France. Ce combat à mener consistera à rappeler que la France n'est pas le centre de gravité de la langue française et qu'il y a plus de monde qui s'exprime en français et pratique la langue française hors de ses frontières. Le combat à mener consistera aussi à annoncer quelques bonnes nouvelles.
par exemple, que l'Amérique est sans doute le lieu où se défend désormais la francophonie. Ça peut paraître paradoxal, mais à la différence de ce qui se passe en France, la plupart des universités américaines comptent un département d'études francophones. Les professeurs de ces disciplines sont regroupés dans des associations dont la plus connue est le CIEF, le Conseil international des études francophones, avec plusieurs milliers d'adhérents. Et ce conseil tient un congrès annuel dans un pays différent, francophone différent, et les études francophones gardent ainsi leur prestige aux États-Unis. En tant que professeur, combien de fois n'ai-je pas vu mes collègues enseignant le russe, par exemple, m'envier le privilège d'avoir autant d'étudiants intéressés aux lettres françaises, aux lettres francophones. Un jour, je m'étais risqué même à dire au cours d'un débat que l'Amérique était le plus grand pays francophone du monde. Cela avait fait rire au départ. À la fin, le constat était clair. Les instances francophones ne doivent pas négliger le créneau américain. Quelle est donc l'ambition de ce pays, l'Amérique, qui recrute les plumes francophones les plus réputées? Je pense par exemple à Maryse Condé, Assia Djebar, Édouard Glissant, Emmanuel Dongala, pour ne citer que ceux-là. Et que dire de tous ces étudiants américains qui m'ont fait relire Paul Fort, Voiture, Vauvernague? Pourquoi un cours sur les écrivains américains et la ville de Paris draine autant d'inscriptions? Malheureusement, le regard de la France sur les littératures dites francophones est encore marqué par une sorte de condescendance. Il y a d'un côté la littérature française et de l'autre les littératures francophones, venues des pays qui ont adopté la langue française ou l'ont reçue par le biais de la colonisation. Il semble presque impensable pour un écrivain comme Houellebecq ou Becbédé de se présenter comme des auteurs francophones. Ils sont des écrivains français et ils tiennent à ce statut. Les autres sont des écrivains francophones, même s'ils écrivent dans la même langue et publient dans les mêmes maisons d'édition. Et pour juger ces auteurs venus d'ailleurs comme moi, on se réfère au canon de la littérature française. Qui n'a pas lu un jour, s'agissant de nous autres auteurs francophones, des compliments du genre « Oh, mais c'est un des auteurs francophones les plus importants. C'est un des auteurs les plus importants du continent africain qui manie notre langue avec brio. C'est une des voix majeures de la littérature francophone. » Ou encore « C'est un des auteurs québécois de premier plan. » Ou encore « Voici le Voltaire africain. » Ou bien « Voici le Céline tropical. » On a eu, et nous sommes contents parce qu'on vous met, mais on ajoute quand même tropical. On ne peut pas dire voici le nouveau Céline, on dira toujours voici le Céline tropical, voici le Voltaire africain. Vous êtes grand, mais parmi les écrivains francophones. Au fond, dire d'un auteur francophone qu'il enrichit ou sauve la langue est loin d'être un compliment. De tels propos installent un lien de subordination. Les lettres francophones ne sont vues que sous l'angle de leur utilité, de ce qu'elles apporteraient à la langue française. On leur dénie de toute autonomie, tout projet esthétique détaché de cette mission encombrante de médecins de guerre qui soignent les plaies d'une langue enlisée dans son affrontement aveugle contre l'ennemi désigné, la langue anglaise. Ces arguments ne tiennent pas la route et leur commerce, en cours de liquidation judiciaire pure et simple, le déclin de la langue française est une idée de fakir et de moine. Pour reprendre l'expression de Jean-Paul Sartre, évoquant la pureté dans son ouvrage Les mains sales. En quoi la langue française aurait-elle besoin d'un service de sécurité ou des veilleurs de nuit comme dans les supermarchés ou dans les musées? Et pourquoi serait-ce uniquement aux auteurs venus d'ailleurs comme moi d'exécuter cette besogne subalterne? La vérité est là, indubitable. Aucune littérature ne peut se contenter d'un rôle d'officier d'ordonnance. On n'écrit pas pour sauver une langue,
on écrit pour en créer. Il s'agit aujourd'hui plus que jamais de rappeler que le monde bouge, que les cultures se croisent, que l'heure est à l'inventaire de nos propres connaissances et surtout à l'inévitable interrogation qui ne cessera de nous hanter, de nous obnubiler tant que nous ne nous serions pas prononcés. Qu'apportons-nous au monde ou que devrions-nous apporter au monde, nous autres écrivains qui avions la charge, qui avons en partage la langue française? La réponse à cette question traduira notre posture à venir. Y répondre, c'est entamer l'édification d'une forteresse. S'y dérober, c'est continuer à entendre la chronique annoncée de notre défaite devant le grondement du monde. Et puis, il y a le plus grand reproche qu'on fait à la langue française et donc indirectement à la France, c'est peut-être son utilisation abusive par les républiques dites bananières. Vous savez que je viens du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville fait partie de cet espace géopolitique qu'on appelle le bassin du Congo. Dans le bassin du Congo, vous avez des pays comme justement le Congo-Brazzaville, la RDC démocratique, le Gabon, le Cameroun, Centrafrique, etc. Nous sommes caractérisés ou nous sommes gratifiés d'avoir une forêt dense, riche. Nous sommes gratifiés d'avoir beaucoup de matières premières. Nous sommes caractérisés comme étant des pays pauvres, mais en réalité, nous sommes des pays très riches. Nous sommes surtout, le Congo, le bassin du Congo, caractérisé par le fait que cet espace devient le dernier bastion des dictateurs qui sont au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Pour certains, ça approche 4 décennies. Quand vous voyez du côté du Congo-Brazzaville, du côté du Cameroun, peu à peu le Gabon suit, le Togo, la caractéristique c'est que le pouvoir est monopolisé forcément par une famille ou par une personne dont on pense le plus souvent qu'elle a été mise là avec la complicité de la France. C'est en tout cas ainsi que les Africains le perçoivent. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un pays des droits de l'homme, un pays qui a fait la révolution de 1789, un pays qui a connu le génie de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, avec cette encyclopédie belle, un pays qui a connu des révolutions, la Bastille et autres, on ne peut pas accepter qu'un tel pays puisse continuer à avoir des accointances avec des dictatures et à encourager pratiquement par le silence la modification unilatérale des constitutions, comme l'avait fait d'ailleurs le président Sassou Nguesso lors de la dernière élection, où la constitution avait été modifiée pour que son âge corresponde à sa candidature, parce que si on s'en tenait à la constitution qui était là, il ne serait pas candidat, et que son opposant principal s'est retrouvé en prison, le général Mokoko. Dans cet élan donc, puisque si vous regardez l'actualité de ces derniers temps, le président Emmanuel Macron a reçu Sassou Nguesso, tapis rouge. Le président Emmanuel Macron a reçu Paul Biya, tapis rouge. Mais en même temps, dans ces deux pays, ce sont les libertés qui sont en train de prendre un coup. Et quand on compare les anciennes colonisations françaises aux anciennes colonisations anglophones, c'est là que le trou est le plus béant, parce qu'on a l'impression que la colonisation française, qui en dehors d'être une colonisation économique, avait un aspect de colonisation presque affective également, la transmission de ces cultures. Et la transmission de ces cultures ne doit pas nous ôter l'idée de pouvoir dire haut et fort, et grâce à vous dans cette commission, cette vérité qui est essentielle. Les raisons économiques, je sais qu'elles existent. Les accointances, je sais qu'elles existent. Mais à un certain moment, il faut penser à cette jeunesse africaine dont l'espoir n'est plus là, les rêves ont été décapités, ils ne vont plus à l'école, l'économie a été mise par terre,
la plupart de ces pays subissent des programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. En même temps, ces mêmes présidents, vous savez où se trouve leur château, ici en France, dans les pays suisses, mais on continue à les recevoir, on continue à accepter leurs dérives, et tout cela sous le biais parfois de la francophonie. C'est pour cela que mon grand désaccord avec la francophonie, c'est que la francophonie institutionnelle n'a jamais montré du doigt ces dictatures. Au contraire, pendant les campagnes électorales pour devenir secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, on est obligé d'aller cirer les pompes aux dictateurs pour être voté. Donc je demande le plus souvent, j'exige avec la force la plus absolue que les mécanismes de l'Organisation internationale de la francophonie changent. Que la francophonie ne soit plus prisonnière des décisions plutôt gouvernementales et politiques, qu'elle soit laissée au peuple, que la francophonie soit la marmite dans laquelle le mélange de cultures donne peut-être ce que nous verrons demain, une langue française bariolée, des peuples africains libres, des relations plus apaisées avec l'Europe, des tabous qui n'existent plus, et peut-être même le fait d'avoir balayé la maison, d'avoir été clair, eh bien les dictatures vont se départir, vont s'éloigner de notre continent. Et aujourd'hui, nous avons certes besoin du développement, nous avons certes besoin de l'aide, mais en tout cas, nous avons d'abord et surtout besoin d'avoir une respiration politique. Et cette respiration politique viendra de vous, qui êtes de la nouvelle génération de la politique française, vous qui observez tout ce qui se passe dans le monde, vous qui savez qu'un peuple qui n'est pas libre est un peuple qui ne peut pas produire quelque chose d'essentiel pour notre humanisme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. De cet appel auquel je crois nous sommes ici tous extrêmement sensibles. Alors, je vais donner la parole évidemment aux responsables des groupes parlementaires qui vont s'exprimer dans une minute. Avant, je voudrais donner la parole peut-être à Philippe Michel Klesbauer, qui est notre collègue de la Commission de la Défense. C'est avec lui que j'ai parlé de vous et de votre venue. C'est lui qui a fait le lien. Et donc, il est bien naturel que je lui donne la parole pour une petite minute. Et puis, tout de suite derrière, Syrah pour le groupe de La République En Marche. Attends. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je suis très heureux qu'on ait pu faire cette rencontre aujourd'hui. Et je ne peux que recommander à ceux de mes collègues de se plonger dans les écritures d'Alain Mabankou, Petit piment, Vers cassé, Mémoire de porc épique, mais aussi Penser l'Afrique autrement, qui est un ouvrage de direction avec d'autres auteurs comme Felwine Sarr ou Achille Mbembe. Je vous recommande aussi de lire cet essai philosophique de Achille Mbembe, début 2016, La politique de l'inimitié, où il partait comme postulat l'autre peut-il encore être considéré comme son semblable, et qui, à mon avis, sont des pistes de réflexion qui vous feront partager peut-être avec certains d'entre nous l'idée que nous devrions offrir des chaires de littérature et de philosophie justement aux auteurs comme Alain, ce à quoi nous nous enfermons, nous nous refermons, comme Alain a pu le dire tout à l'heure. Donc merci pour cet exposé et sur l'aspect politique, et je vais peut-être entamer sur mes collègues, mais peut-être ça sera la première question. Moi, l'encre noire, je l'ai découverte avec Amadou Hampâté-Bâ, et qui écrivait au fil du Niger et de son histoire, Amkoulel, l'enfant Peul. Et même si ce n'est pas une ligne horizontale, c'est quand même une ligne transversale entre plusieurs pays qui sont bouleversés aujourd'hui et au cœur de l'actualité dans ce qui se passe dans cette bande sahélo-saharienne. Et la question sera, est-ce que l'écriture, justement, qui n'est pas une distraction, ne pourrait pas être un moyen pour nous de reprendre la main de la paix dans toutes ces régions qui sont bouleversées à l'heure actuelle et traversées par le trouble. Merci beaucoup, cher